Vous êtes bachelier ou étudiant des séries scientifiques. Vous aspirez à devenir un cadre polyvalent, capable d'appréhender les nouveaux défis qui gouvernent le monde des sciences et de la technologie. Entrez dans la grande histoire de l'École supérieure de génie industriel et biologique. Votre formation est assurée par des universitaires certifiés CAMES, avec plusieurs années d'expérience dans le domaine. ESGIB vous offre une formation dans les filières suivantes: génie biologique, génie des industries agroalimentaires, génie des industries chimiques, hygiène, qualité, sécurité et environnement, génie des procédés industriels. Les inscriptions et réinscriptions se poursuivent. Nous sommes à Sacré-Cœur 3 Extension, en face VDN. Pour tout renseignement complémentaire, appelez-nous au 33 867 02 03, 33 867 02 03 ou au 77 094 05 75, 77 094 05 75. Email esgib@gmail.com et GIB, la lumière du savoir. Dans Soir d'Info et c'est avec Binta Diallo. Merci Sorna Natambaye. Deuxième partie où nous recevons Maître Tine. Il est avocat expert en relations internationales. Bonsoir Maître Tine. Bonsoir Binta. Alors la dernière info est que l'Organisation internationale du travail a sorti un rapport sur 10 pays qui classe le Sénégal 3e comme pays où le taux de chômage est très élevé. Quelle est votre réaction d'abord? Écoutez, ma première réaction, c'est une réaction de regret, parce que le Sénégal, quand même, a beaucoup de potentiel. Oui. En 1960, le Sénégal faisait partie des pays qui étaient les mieux partis en Afrique. Et je suis au regret de constater que mon pays, après plus de 60 ans d'indépendance, se retrouve aujourd'hui comme étant le pays où le taux de chômage des jeunes est beaucoup plus élevé. Cela traduit une triste réalité. C'est un échec des politiques précédentes, notamment en matière d'emploi et d'insertion des jeunes, ce qui doit nous amener à repenser nos priorités de développement, l'adéquation de la formation des jeunes avec la question de l'employabilité pour faciliter l'entrée dans le marché du travail. En fait, c'est ce que les Sénégalais ne comprennent pas, parce que tous les gouvernants derniers en date, le président Macky Sall a quand même promis et a dit qu'ils ont créé beaucoup d'emplois pour les jeunes. Oui, mais... Que c'est de la chimère. Oui, c'est ça. C'est là où ça doit nous interroger et nous inviter à un changement de paradigme. Vous savez, depuis l'indépendance, tous les gouvernements qui se sont succédés ont raisonné en termes quantitatifs, c'est-à-dire Macky Sall vient, il dit que je vais créer 100 000 emplois. Le problème, ce n'est pas cela. Il faut changer. Ce n'est pas le nombre d'emplois, mais il faut créer les conditions d'émergence d'un emploi. Un emploi, comment il est né? Les conditions d'émergence, ça passe par les constructions d'infrastructures routières. Non, c'est plus subtil que ça. C'est plus subtil parce on que crée les conditions du développement par les infrastructures. Mais ça, c'est à long terme. Oui. N'oubliez pas que quand même, on a quand même dans un pays où l'espérance de vie est très bas, et que je disais tout à l'heure, le problème, ce n'est pas le nombre d'emplois qu'on crée, mais comment on crée un emploi? Comment naît un emploi? Un emploi, ce n'est rien d'autre qu'une offre qui croise une demande. Vous vous réunissez, au terme peut-être d'un entretien, vous vous serrez la main et vous allez vous dire que demain ou lundi, on se retrouve, un emploi est né. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on axe la priorité de la politique sur l'appui aux entreprises, c'est-à-dire en appuyant le secteur privé, parce que tout le monde est conscient que c'est le secteur privé qui crée les emplois. Maintenant, il faut faire de sorte effectivement que ce secteur privé soit un secteur viable. Car si c'est un secteur viable, le secteur marche, il paie l'impôt sur les sociétés, il va collecter la TVA pour l'État, donc c'est un cercle vertueux qui est en train de naître. Mais surtout, si ce secteur privé fait des bénéfices aujourd'hui, comme on dit en économie, les bénéfices d'aujourd'hui, ce sont les investissements de demain. C'est comme ça qu'on peut se tenir. Donc, il faut aujourd'hui revenir en arrière, remettre les choses à plat
et dire effectivement que pourquoi ça n'a pas marché. 60 ans de politique économique, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et je viens de vous le démontrer, effectivement, la question, ce n'est pas le nombre d'emplois, mais les conditions dans lesquelles on peut créer l'emploi. Dernier point pour en finir, c'est aussi sécuriser le parcours de l'entrepreneur. C'est très important. C'est-à-dire l'entrepreneur, c'est-à-dire le privé, aujourd'hui, s'il est en difficulté, il n'y a pas d'accompagnement. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est très risqué quand même de lancer une activité économique. Vous pouvez tout perdre. Et il y en a qui ont tout perdu. Alors, si ça marche, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont créer des recettes fiscales pour l'État. Ils vont collecter la TVA et payer l'impôt sur les sociétés, en plus de créer quand même un pouvoir d'achat parce qu'ils vont payer des salaires. Donc, l'État doit, si demain, il y a un secteur qui est en difficulté, venir en aide parce qu'il sait effectivement qu'en venant à son secours, effectivement, le privé va rétroagir en réconfortant la politique gouvernementale. Tout cela, dans un contexte de Covid, doit nous amener à repenser aussi une politique de relance post-Covid, mais une politique qui soit efficiente et efficace. Ce qui ne me paraît pas être le cas pour l'instant. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans vos propos en parlant, disons, de ce partenariat entre le privé et le public. On l'a constaté quand même, l'État fait des efforts dans ce sens, sauf qu'après, on a pu constater que des difficultés sont notées et vous avez parlé plutôt de changement de paradigme. Alors, à votre avis, que faudrait-il faire davantage pour permettre à ce partenariat privé-public d'aller de l'avant et de permettre aussi de créer des emplois pour les jeunes? Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, moins de discours et plus d'action. Il ne suffit pas seulement de faire des études, des rapports et des colloques par rapport à l'emploi. Aujourd'hui, par exemple, la question de l'emploi soulève aujourd'hui un autre phénomène. C'est la question des départs massifs des jeunes vers l'Europe. Absolument. L'immigration clandestine. Cette immigration clandestine est aujourd'hui le facteur le plus accru, en tout cas, en termes de challenge aujourd'hui par rapport aux États du Sud, notamment le Sénégal aujourd'hui. Cela résulte de double phénomènes. Premier phénomène, c'est l'absence de perspective. De perspective, vous l'avez dit, lorsque les personnes sont réduites quand même à ce niveau de non-employabilité, il va de soi que l'ultime recours pour eux, effectivement, c'est de tenter leur chance. Une question de survie. Finalement. Et les rapports de l'ONU l'ont démontré parce que depuis plus de 5 ans, en 2015, il y a ce qu'on appelle les objectifs de développement durable qui ont été adoptés par les Nations Unies. Premier phénomène qu'il faut combattre pour faire cesser ces départs massifs, effectivement, c'est l'extrême pauvreté. Deuxième point, c'est le respect de l'état de droit. C'est l'absence d'équité, d'institutions justes, l'absence d'institutions fiables capables d'assurer l'égalité des chances et de permettre aux individus d'avoir des perspectives de réalisation et d'épanouissement. Est-ce que ça ne va pas davantage se compliquer quand même avec ce qu'on a vu avec le Covid-19 qui est venu quand même mettre à terre notre économie? Écoutez, aujourd'hui, le nombre de pirogues arrivées depuis quelques mois en Italie, en Espagne, démontre cela. Plus effectivement les populations seront dans le besoin, plus ils seront démunis, comme l'avait dit d'ailleurs un grand géographe dans les années 60, si les richesses ne viennent pas vers les hommes iront vers les richesses. Et ni les océans, ni les murs ne pourront les arrêter, ce qui est malheureusement... Et le drame dans tout cela, on dit que ce sont les pêcheurs. 1200 sont quand même parvenus à atterrir ou à atteindre Tenerife en l'espace de 2 jours. 1200 jeunes sont quand même partis et tous des pêcheurs parce que le secteur bat de l'aile. Oui, c'est un secteur en difficulté, oui. Mais toutes les personnes qui embarquent dans ces pirogues ne sont pas des pêcheurs. La majeure partie. Oui, mais toutes les personnes ne sont pas des pêcheurs. Parce qu'il m'est arrivé très souvent, des personnes après avoir traversé le Mali, le Burkina Faso, l'Algérie, la Libye, venir me voir pour me dire que j'ai quitté le Sénégal il y a 2 mois. Et c'est des diplômés, c'est des personnes qui avaient un emploi qualifié,
Mais le niveau de rémunération ne leur permettait pas, effectivement, de prendre en charge. Et devant l'impossibilité de s'en sortir, ils se sont résolus, effectivement, à risquer ce pari. C'est un pari très risqué. Mais pour revenir, effectivement, à votre question, il y a le secteur de la pêche qui est en difficulté. Pourvoyeuse de devises. Mais aussi, c'est un secteur qui est aujourd'hui investi par la criminalité organisée. Parce que le trafic d'êtres humains aujourd'hui est un crime international à la traite des personnes. Et il y a deux choses qui se mélangent d'une certaine manière parce que c'est devenu un business lucratif pour ces réseaux mafieux qui travaillent avec des passeurs installés dans tous ces pays que traversent les migrants. Et qui sont souvent rançonnés aussi. Exactement, qui sont rançonnés, qui sont victimes de sévices, de violations des droits de l'homme, qui sont réduits en esclavage comme on l'a vu en Libye, et des fois même qui se retrouvent piégés et vendus. Et on a comme l'impression que le Mbekemi a repris parce que Frontex a du mal quand même à contrôler nos eaux depuis un certain temps, parce qu'il y a de cela quelques années, on n'entendait plus parler d'embarcations qui quittaient les côtes sénégalaises, mais depuis un certain temps, tout le monde part, 1200 quand même en l'espace de 3 jours. On ne comprend pas si Frontex fonctionne ou pas. Écoutez, moi je n'ai jamais cru véritablement à l'efficacité de cette politique d'externalisation, parce que l'Union européenne, au lieu de traiter directement la question, parce qu'il se retrouve limité dans ses prérogatives par le droit international, il y a ce qu'on appelle le principe du non-refoulement, qui interdit à un État signataire, tous les États de l'Union européenne sont signataires de cette convention des Nations Unies de 1951, qui permet à tout individu d'aller rechercher la protection lorsqu'il est victime de persécution dans son État. Aujourd'hui, nous avons dans beaucoup de pays africains, notamment, des problèmes de système politique. Soit effectivement il y a un déficit démocratique plutôt, ou d'état de droit. Les personnes sont persécutées. Certaines personnes aussi, de par leur engagement citoyen ou journalistique, se retrouvent effectivement dans le viseur des pouvoirs. Et finalement, effectivement, il n'y a pas, comme je disais tout à l'heure, seulement des pêcheurs, il y a des personnes très qualifiées qui sont obligées de passer par là pour venir effectivement, peut-être, se rechercher la protection. Et parmi toute cette foule de personnes qui partent, il faut faire la distinction entre les réfugiés, on va dire, économiques, c'est ceux qui ont un projet économique individuel, donc un projet migratoire individuel, et les personnes qui sont contentes et qui partent parce que leur liberté ou leur vie est menacée. Et donc, pour finir sur le contexte, donc l'Union européenne, compte tenu de ses contraintes, a essayé effectivement de demander aux États Sénégal ou d'autres États comme la Libye de quand même faire, on va dire, excusez-moi le terme, le sale boulot d'une certaine manière. Et avec l'implosion de la Libye, la Libye aujourd'hui n'arrive plus à contrôler l'effectivité de son territoire. Vous avez vu aujourd'hui ce qui s'est passé avec les Italiens, avec les navires, peut-être qu'il y a des Sénégalais qui sont là-bas, ils essayent de démontrer à la communauté internationale qu'il y a la capacité quand même de contrôler, mais en réalité, il n'a pas cette capacité. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le Sénégal ne peut pas contrôler l'intégralité de ses frontières maritimes. Et la limite est très ténue entre des personnes qui partent en mer pour pêcher et qui décident finalement de mettre le cap sur l'Espagne ou sur Lampedusa. Oui. Alors vous évoquiez tantôt, Maître Abdoulaye Tine, la question des droits de l'homme dans un contexte où le Sénégal vient d'être réélu quand même avec brio au niveau du comité des droits de l'homme des Nations Unies, devant tous les groupes de pays, c'est ce qu'on nous a dit. Est-ce que vous allez applaudir cette fois-ci? Oui, alors, deux choses déjà. C'est au niveau du Conseil des droits de l'homme. Il ne faut pas surestimer cette élection. Donc ça ne mérite pas cette glorification. Pourquoi? Mais il ne faut pas non plus une indignation excessive. Je m'explique. Le Conseil des droits de l'homme a été créé en 2005. Moi, quand j'étais jeune doctorant, j'ai eu la chance de faire mon stage à l'intérieur de ce qui était
l'ancêtre du Conseil des droits de l'homme qui était le comité des droits de l'homme. Et finalement, c'est en 2005 que Kofi Annan a décidé effectivement qu'on allait changer le mode d'élection parce que tout simplement, ce comité des droits de l'homme n'était pas un organe démocratique parce que c'était la logique diplomatique d'une certaine manière qui avait pris le dessus sur le mode d'élection. Que des États qui ne sont pas respectueux des droits de l'homme arrivaient à être élus triomphalement. Et que des États aussi y entraient pour ne pas être critiqués, c'est-à-dire bloqués de l'intérieur du système, ou y aller pour critiquer d'autres États. Donc c'était pour lutter contre ce qui allait être un pervertissement du système, parce qu'il était dévoyé de sa finalité. Pourquoi il ne faut pas surestimer cette élection? La Libye de Kadhafi, avant son renversement, a présidé le Conseil des droits de l'homme. La Chine et d'autres États, d'une certaine manière. Donc c'est plus une logique de lobbying diplomatique, souvent actionnée en contrepartie de concessions qui font que finalement le Conseil des droits de l'homme, en réalité, n'intéresse pas beaucoup d'États influents parce qu'ils savent que l'enjeu du pouvoir est ailleurs. Donc, il n'était pas difficile pour le Sénégal parce qu'il y a l'histoire quand même politique du Sénégal qui fait qu'on a une trajectoire. On peut ne pas être d'accord en politique interne, mais sur le plan diplomatique, il y a une certaine continuité qui fait que le Sénégal garde une certaine respectabilité sur le plan international. Alors, quels sont les critères pour accéder, disons, à ce niveau de responsabilité? Parce que tout à l'heure, on l'a vu, en tout cas, le chef de l'État qui a même puté là-dessus pour se féliciter, disons, de ce choix qui a été porté sur notre pays, alors qu'au même moment, des gens sont en train tout petit peu de soulever des problèmes liés, disons, au respect des droits de l'homme dans notre pays. Oui, le critère posé par le texte constitutif de cette institution, c'est que l'État, en tant que tel, en y entrant, s'engage à respecter les standards les plus élevés, c'est-à-dire de droits de l'homme. Concrètement, ça veut dire déjà une chose qui manque au Sénégal, c'est respecter l'autorité des décisions du Conseil des droits de l'homme et de ses instances, de ses organes. Or, le Sénégal, on l'a vu dans l'affaire Karim Wade, continue encore à faire preuve d'une résistance abusive vis-à-vis de cette institution. Il va de soi que même si le Sénégal est élu pour aller se pencher sur la situation des droits de l'homme dans d'autres pays, il lui manquera forcément en un certain moment l'autorité morale pour sermonner qui que ce soit. Alors, oui, nous allons très rapidement terminer avec la situation en Guinée. Dimanche, les Guinéens vont se rendre aux urnes pour choisir leur président de la République dans un contexte politique quand même très tendu. Oui. Oui, c'est une élection à haut risque, à la fois pour la Guinée et pour la sous-région. J'ose espérer effectivement que, en tout cas, les esprits pacifiques prendront le dessus et que le scénario gambien pourra se répéter en Guinée. Parce que tout simplement, tout le monde aujourd'hui est d'accord que normalement, Alpha Condé ne pouvait pas prétendre à un troisième mandat. Mais malgré tout, il a fait preuve. Il s'est accroché jusqu'au bout. Oui, il a fait preuve d'habilité juridique, si ce n'est des manœuvres politiques. Premièrement, en organisant ce référendum, pour officiellement, disons-t-on, rallonger la durée du mandat de 5 à 6 ans, mais également renforcer le régime présidentiel. Mais l'objectif caché de cette réforme, c'était de dire in fine que c'était une nouvelle constitution et de ne plus décompter les précédents mandats exercés depuis 2010, c'est-à-dire les 2 mandats. Donc là, il a droit finalement à combien de mandats? Aujourd'hui, théoriquement, selon le texte, il peut se présenter jusqu'en 2032. Vous voyez. Alors, mais tout cela, quand même, nous amène vers quelque chose, parce que on peut se dire, après la Guinée, peut-être ce sera le Sénégal, d'une certaine manière. Je vais vous dire une chose, peut-être on en reparlera d'ici quelques années, si Dieu nous prête longue vie. Aux États-Unis, ce n'est même pas imaginable pour un chef d'État de dire qu'après mes 2 mandats,
je vais essayer de réviser le texte fondamental pour revenir. Parce que ce sont des pays de démocratie. Ce qui veut dire que la démocratie ne se réduit pas à une superposition d'institutions. La démocratie, ce n'est pas un foisonnement normatif. Mais sauf qu'aussi aux États-Unis, ce ne sont pas des super présidents qui ont cette possibilité de manipuler aussi la Constitution. Comme ça, j'en arrive. Je vous disais que finalement, c'est une question de rapport vis-à-vis de la légalité. C'est-à-dire s'interdire un certain nombre de choses. Et là, la solution aujourd'hui réside à la relance du projet qu'on avait dans le cadre de l'Union africaine depuis 2007, c'est-à-dire au niveau régional, de la même manière qu'on a décidé avec la déclaration d'Alger de déclarer hors la loi les coups d'État. Ce n'est qu'au niveau panafricain et au niveau régional de la CEDEAO, parce que la CEDEAO aussi a tenté cela en 2015 et Yahya Messi était opposé. Donc il nous faut un instrument sous-régional, un instrument international qui dit de manière très précise et claire que pour toute révision constitutionnelle, les mandats précédents seront décomptés. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on arrivera à... Mais tout en sachant que c'est des décisions qui vont se prendre, qui vont être plutôt prises par ces chefs d'État qui souvent prétendent à un troisième mandat aussi. Mais là, c'est le paradoxe. Mais j'ose espérer effectivement, parce que si vous regardez aujourd'hui, majoritairement dans leur composition, les pays qui sont là sont favorables à cette limitation. Maître Abdoulaye Tine, avocat expert en relations internationales, était notre invité dans Soir d'Info. Merci beaucoup, maître, d'avoir répondu Binta. À notre merci, M. invitation. Diagne, pour l'invitation. Merci également à Cheikh Tidiane Diaye. Merci à vous, Binta. Merci également à vous d'avoir suivi. Très bon week-end.